L'élément de preuve le plus significatif dont nous disposons dans toute cette énigme des anciens astronautes, c'est Pumapunku, dans les hauts plateaux boliviens. Pendant des décennies, les archéologues ont débattu de la façon dont les pierres impossibles de Pumapunku ont été construites, sculptées à la main, façonnées par les dieux ou par quelque chose de totalement différent. Les archéologues sont perplexes face à la nature de Pumapunku, à son apparence et à la fonction de cette structure colossale. Grâce aux techniques de pointe de numérisation 3D et d'analyse microscopique, le mystère est enfin résolu. La découverte faite par les chercheurs à l'intérieur de ces blocs oblige les experts à remettre en question des siècles de certitude. Nous disposions de quelques estimations indirectes, mais nous n'avions pas pu dater précisément les pierres de Pumapunka. Elles pourraient être vieilles de plusieurs milliers, voire de centaines de milliers d'années. Nous l'ignorons. Et cela pourrait prouver qu'il y a 1500 ans, quelqu'un dans les Andes savait comment faire flotter la pierre. Ce sont les mystérieuses ruines de Pumapunku, à près de 4,0 mètres d'altitude dans l'altaplano bolivien. L'énigme de Pumapunku. Dans les hauts plateaux boliviens, à 3,658 mètres d'altitude, se dresse Pumapunku, un site où des blocs de pierre pesant plus de 5 tonnes s'emboîtent avec une telle précision que les mesures révèlent des écarts inférieurs à 1 mm. Même après 500 ans, les archéologues qui ont mesuré ces joints ont fait une découverte extraordinaire. Ils restent perplexes. Qu'était Pumapunku? À quoi ressemblait-il? Quelle était la fonction de cette structure colossale? Les joints sont si étroits que, selon une légende locale, même une lame de rasoir ne pourrait s'y glisser. Cela semble être un mythe, mais ceux qui se sont tenus devant ces pierres savent qu'il en est autrement. Ces joints sont d'une régularité, d'une uniformité et d'une perfection quasi imperceptible, même après 500 ans d'érosion, de séismes et d'intempéries. Ce qui rend cette précision encore plus remarquable, c'est ce qui s'est produit ensuite. Pourtant, le site que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un fragment de ce qu'il fut. Pumapunku est un site archéologique si unique, de par sa construction, sa forme et son emplacement, qu'il est considéré comme le plus fascinant de la planète. À la fin du XIXe siècle, Pumapunku a subi l'une des pires destructions archéologiques d'Amérique du Sud. Lorsque l'expansion du chemin de fer a atteint l'Alaplano bolivien, des équipes de dynamiteurs et des pilleurs de pierres ont envahi l'ancienne plateforme. D'énormes dalles ont été dynamitées, emportées et réutilisées comme ballast pour les voies ferrées et les fondations de ponts. Les témoignages de l'époque décrivent ce chaos. Des hommes, armés de marteaux, séparaient des pierres assemblées, des surfaces sculptées étaient brisées par commodité, des sections entières du monument étaient démantelées à des fins industrielles. Ce qui avait résisté à des millénaires d'érosion naturelle a été presque entièrement détruit en quelques décennies, seulement par le progrès humain. La plateforme jadis si ordonnée est devenue un champ de fragments épars. La logique architecturale de son agencement s'est perdue dans le temps. Aujourd'hui encore, les archéologues peinent à déterminer l'emplacement initial de nombreux blocs. Dans les hauts plateaux boliviens, à Pumapunku, certains de ces blocs pèsent entre 40 et 50 tonnes chacun. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Certains sont encore à moitié enfouis, d'autres retournés ou brisés au point d'être méconnaissables. Mais la destruction n'a pas dissipé le mystère. Même dans le désordre, Pumapunku rayonne de précision. Les blocs en H présentent encore des angles droits nets, des fentes régulièrement espacées et des rainures parallèles. Des caractéristiques qui semblent hors de portée des outils en bronze et en pierre connus de la culture Tiwanaku. Cette contradiction a suscité d'innombrables débats. Ces blocs ont-ils été sculptés ou un phénomène plus inhabituel est-il à l'œuvre? Les traditions orales locales Imara conservent une histoire troublante selon laquelle les bâtisseurs travaillaient autrefois des pierres fluides comme l'eau, suffisamment tendres pour être modelées à la main avant de durcir et de prendre leur forme finale. Il existe bel et bien d'anciennes légendes incas qui suggèrent qu'ils possédaient le pouvoir de travailler la pierre. Pendant des générations, les villageois ont répété que les pierres bésanées de Pumapunku avaient été et non sculptées. Pour certains, ce n'est qu'une métaphore empreinte d'admiration.
Pour d'autres, elle évoque un procédé perdu, une science oubliée qui brouillait la frontière entre géologie et art. Ainsi, la question demeure. Comment une civilisation, il y a plus de 15 siècles, a-t-elle pu créer des joints si précis, des surfaces si parfaites et un design si symétrique, sans fer, sans acier ni machine moderne? Quelle que soit la réponse, elle reste enfouie dans les blocs fracturés qui gardent encore ce plateau balayé par les vents, attendant que le monde l'écoute à nouveau. Merveille d'ingénierie, Pumapunku Ezia Sas. C'est bien plus qu'un simple amas de pierres anciennes. C'est un travail d'une précision et d'une complexité qui impressionne encore les ingénieurs modernes. Lorsque les chercheurs ont examiné le site en détail pour la première fois, ils ont compris que chaque bloc n'était pas un simple amas de débris. Il faisait partie d'un système extrêmement organisé, un plan tridimensionnel fondé sur la répétition, la géométrie et l'équilibre. Les plus reconnaissables de ces pierres sont les blocs d'andite en forme de hache, des centaines taillés avec une précision mathématique. Les blocs dits en hache présentent en réalité une forme d'assemblage à queue d'aronde, là où des écarts étaient clairement visibles. Chacun d'eux est doté d'encoches, de rainures et de saillies, ou taillées avec une telle régularité qu'elles s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle. Il ne s'agissait pas de simples ornements, mais de joints fonctionnels conçus pour relier les pierres adjacentes et répartir uniformément le poids dans la structure. Les archéologues pensent que cette conception imbriquée a permis à la plateforme de résister aux temps et aux intempéries. Même après 15 siècles de séismes, d'inondations et de perturbations humaines, nombre de ces joints sont encore parfaitement intacts. La précision est telle que les espaces entre les pierres mesurent moins d'1 millimètre, soit plus étroits que de nombreux joints de béton modernes. Les ingénieurs modernes qui étudient le site ont fait une observation étonnante. Les bâtisseurs de Pumapunku travaillaient avec des tolérances comparables à celles des composants fabriqués à la machine. Les angles droits sont constants sur toutes les faces des blocs. Les fentes parallèles conservent une profondeur uniforme et les rainures en retrait s'alignent avec une symétrie parfaite. Dans certains cas, le niveau de régularité est comparable à celui que nous obtenons aujourd'hui avec des équipements de découpe numérique. Sous les ruines visibles se cache un autre témoignage d'ingéniosité, un système de fondation dissimulé qui ancre la structure au socle rocheux. Les fouilles révèlent d'énormes dalles de grès, certaines pesant plus de 5 tonnes, mesurant jusqu'à 8 mètres de long et pesant chacune plus de 5 tonnes. Soigneusement disposées dans des tranchées nivelées, ces pierres de fondation n'étaient pas simplement empilées. Elles étaient assemblées par tenons et mortaises et par des blocs à clavettes qui s'emboîtaient parfaitement, à la manière des dents d'un engrenage. Ce système répartissait la charge sur toute la base, empêchant tout glissement ou effondrement lors de mouvements sismiques. Ces techniques étaient parfaitement adaptées à l'altaplano, une région sujette aux tremblements de terre et aux inondations saisonnières. Les bâtisseurs savaient manifestement comment faire en sorte que la pierre se comporte comme un système flexible, à la fois rigide et adaptable au mouvement. Une autre caractéristique remarquable de la conception de Pumapunku est l'utilisation de fixations métalliques. Les archéologues ont découvert d'étroits canaux entre les blocs adjacents, là où des agrafes en bronze en forme d'œil maintenaient autrefois les pierres ensemble. Ces pinces étaient coulées sur place à partir d'un alliage de cuivre et d'étain en fusion, puis versées dans des douilles taillées avec précision. Une fois refroidies, les serre-joints étaient aplatis au marteau pour fixer les blocs de manière permanente. L'examen de ces agrafes métalliques au microscope moderne révèle des traces d'arsenic, un additif qui améliore la dureté et la résistance à la corrosion, caractéristique de la métallurgie andine précolombienne. La présence de tels alliages suggère que les bâtisseurs n'étaient pas seulement des maçons qualifiés, mais aussi des métallurgistes de haut niveau. Les Pumapunku étaient façonnés à la main à l'aide d'outils et de pierres primitifs. Cependant, certains chercheurs soulignent la complexité de la maçonnerie, capable de produire des matériaux suffisamment résistants pour consolider des plateformes entières. Cette fusion de matériaux, andite dense, grès lourd et bronze forgé, conférait au Pumapunku à la fois solidité et stabilité. Le poids de chaque bloc était non seulement dirigé vers le bas, mais aussi réparti latéralement grâce à la géométrie imbriquée. Ce système absorbait les contraintes,
réduisait l'usure et empêchait la formation de fissures le long des failles. C'est un exemple ingénieux de répartition des charges, un principe sur lequel les architectes modernes s'appuient encore dans les régions sismiques. Des reconstitutions numériques récentes ont confirmé que la géométrie imbriquée, les fixations métalliques et les clés de fondation formaient un système unifié. Il en résulta une structure capable de résister à des siècles de bouleversements naturels et humains sans se déformer. Pumapunku n'était pas qu'une simple plateforme cérémonielle. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie antique où l'esthétique se conjuguait à la fonctionnalité. Chaque rainure, chaque angle, chaque emboîtement avait une fonction structurelle. Les bâtisseurs ne procédaient pas au hasard, ils calculaient. Ils travaillaient non par tâtonnement, mais selon une conception précise. Il n'est donc pas étonnant que les chercheurs modernes décrivent Pumapunku comme l'un des sites les plus sophistiqués techniquement du monde antique. Un lieu où la pierre semble obéir à des équations gravées par des mains oubliées depuis longtemps. Reconstitution numérique. Pendant plus d'un siècle, les chercheurs ont tenté d'imaginer à quoi ressemblait Pumapunku. Mais sans une cartographie complète des pierres, chaque tentative s'est soldée par des conjectures. En réalité, personne sur Terre ne sait qui a construit Pumapunku, ni à quelle époque. Les vastes blocs du site étaient éparpillés comme les fragments d'un code oublié. Chaque pièce était bien et précise, mais la configuration d'ensemble était perdue. Les anciennes cartes dessinées à la main et les croquis de terrain ne pouvaient saisir les subtilités de sa géométrie. Ils étaient trop imprécis, trop limités. Tout a changé avec l'avènement de l'archéologie numérique. Équipés de drones, de scanners layers et de caméras d'une précision millimétrique, des équipes ont commencé à documenter les ruines avec une précision stupéfiante. Chaque bloc, chaque rainure, chaque angle ébréché a été enregistré et converti en un modèle 3D haute résolution. Pièce par pièce, les données ont formé un jumeau numérique de Pumapunku, une réplique virtuelle complète du monument, précise à quelques millimètres près. En 2018, une équipe pionnière de l'Université de Californie à Berkeley, dirigée par l'archéologue Alexei Veranik, a franchi une première étape importante. À partir de numérisation haute résolution de chaque bloc subsistant, ils ont produit des répliques miniatures pour tester comment les pierres s'assemblaient autrefois. Lors de leur assemblage, les minuscules maquettes s'emboîtèrent avec une précision quasi parfaite, leurs joints et angles s'accordant à merveille. Cette expérience à petite échelle confirma un fait remarquable. Les bâtisseurs de Pumapunku avaient travaillé selon un système de conception cohérent et reproductible, et non par sculpture aléatoire. Leurs proportions étaient mathématiques. Leur agencement délibéré, un plan gravé dans la pierre. S'appuyant sur ces bases, des projets ultérieurs ont étendu l'idée à une reconstruction numérique à grande échelle. En 2024, le laboratoire IDIAA et le projet de patrimoine de Tiwanaku combinèrent de la photogrammétrie par drone et la leurre terrestre pour capturer l'ensemble du site avec une résolution sans précédent. La surface de chaque bloc fut scannée sous de multiples angles, produisant un ensemble de données virtuelles d'une telle précision que les erreurs d'alignement entre les faces ne mesuraient que 2 à 8 mm, un niveau de précision rivalisant avec l'usinage industriel moderne. Lorsque l'équipe effectua des simulations de chute libre, permettant aux blocs numériques de se mettre en place naturellement sous l'effet d'une gravité virtuelle, les résultats furent stupéfiants. Les pièces s'imbriquèrent parfaitement, exactement comme elles l'auraient fait dans leur structure originale il y a 15 siècles. Les simulations ont montré que les blocs en H et les éléments de profil n'étaient pas des sculptures indépendantes, mais des parties d'un système architectural modulaire conçu pour supporter le poids et résister aux contraintes ensemble. Les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, ils ont analysé les modèles scannés à la recherche de formes et de dimensions récurrentes. Le logiciel a révélé des symétries subtiles et des proportions qui se répétaient même sur des dizaines de pierres. Preuve d'un langage architectural standardisé, même là où l'érosion avait endommagé les angles ou ébréché les bords. L'IA a pu prédire leurs contours originaux, confirmant ainsi que le monument suivait un plan cohérent et précis. Ces découvertes ont permis bien plus que de reconstituer une architecture disparue.
Elles ont redéfini notre compréhension de l'ingénierie antique. Elles ont prouvé que les bâtisseurs de Pumapunku travaillaient avec une précision qui pouvait être modélisée, testée et vérifiée. Et, plus important encore peut-être, elles ont démontré que la perfection du monument n'était ni accidentelle ni mystique. Elle était le fruit d'une méthode, de mesures précises et d'une maîtrise exceptionnelle. À mesure que les chercheurs affinent ces modèles, Pumapunku se reconstruit, non pas en pierre, mais en données. Ses secrets refont surface à partir de milliers de fragments dispersés sur l'Aliplano. Et pour la première fois depuis des siècles, le monde peut enfin entrevoir à quoi ressemblait autrefois cette incroyable structure et comment elle était censée se dresser. Secrets Material. Pendant des siècles, les archéologues ont cru que les blocs de Pumapunku avaient été taillés à la main dans de la pierre massive. Mais de nouvelles analyses en laboratoire obligent aujourd'hui les experts à reconsidérer cette hypothèse. Car les pierres elles-mêmes révèlent une particularité surprenante. Les bâtisseurs de Pumapunku n'ont pas utilisé un seul type de roche. Le site combine du grès rouge pour les fondations et de l'andite pour les blocs en forme de hache et les éléments muraux aux motifs complexes. Ce sont deux matériaux incroyablement denses. L'andésite, une roche volcanique, est si dure que les outils modernes peinent à la tailler proprement. Pourtant, ici, ses surfaces sont planes au dixième de millimètre près et ses arêtes si tranchantes qu'elles peuvent te faire saigner. Comment une civilisation d'il y a 500 ans a-t-elle pu atteindre une telle perfection? Certains chercheurs ont avancé une explication controversée. Les pierres n'auraient pas été taillées, mais coulées à l'aide d'une forme de béton ancien. Les partisans de cette théorie s'appuient sur des analyses chimiques qui, selon eux, révèlent une composition inhabituelle dans les blocs de grès entourant le lac Titicaca. La matrice contiendrait de minuscules résidus cristallins de carbonate de sodium, plus connus sous le nom de natron, le même minéral utilisé par les anciens Égyptiens pour durcir les mortiers et préserver les momies. Sa présence ici est totalement inattendue. La géologie locale n'en contient pratiquement pas. Le natron agit comme un fondant. Il abaisse la température nécessaire à la liaison des minéraux, déclenchant une réaction appelée géopolymérisation. Mélangé à des cendres volcaniques, des silicates et de l'eau, il peut transformer du sable ordinaire en une pâte malléable qui durcit pour former de la pierre. Cela a conduit certains chercheurs à suggérer une idée révolutionnaire. Les énormes blocs de Pumapu n'auraient pas du tout été sculptés. Ces blocs ont été coulés dans des moules, puis laissés à durcir. L'analyse microscopique le confirme. Des laboratoires ont détecté des phases de liant amorphes dans l'étude des blocs. Des zones vitreuses non cristallines qui n'apparaissent que lorsqu'un liant chimique agglomère les particules. Le grès naturel se forme sur des millions d'années sous l'effet de la pression et de la sédimentation. Or, ces échantillons présentent des signes de prise rapide, caractéristiques de la pierre artificielle. Pour tester cette hypothèse, des équipes de recherche ont mélangé du sable local, des cendres volcaniques et du natron dans des proportions contrôlées. Après durcissement, le mélange a produit un matériau identique en densité, texture et couleur au grès de Pumapunku. Sous diffraction des rayons X, les répliques réalisées en laboratoire ont révélé les mêmes signatures chimiques, notamment le liant riche en sodium, absent des affleurements naturels. Si cette découverte est avérée, cela signifierait que les ingénieurs de Tiwanaku maîtrisaient une forme de béton ancien plus d'un millénaire avant sa redécouverte dans le monde moderne. Ils savaient peut-être comment dissoudre et résolidifier la pierre, façonnant les mégalithes non par la force brute, mais grâce à une formule précise. Pourtant, le grès ne représente que la moitié de l'histoire. Les blocs d'andite H, plus énigmatiques, du site ont réservé une surprise encore plus grande. En 2019, des chercheurs ont fait une découverte inattendue. En scannant les blocs d'andite de Pumapunku à l'aide d'un spectromètre à rayon X à dispersion d'énergie, de faibles signaux sont apparus. De minuscules pics d'azote et de carbone enfouis au cœur de la pierre. Un tel phénomène semblait impossible. La roche volcanique se forme sous une chaleur intense qui détruit toute matière organique. Et pourtant, ces traces chimiques de vie étaient bien présentes, scellées dans cette pierre ancienne. Cette étrange découverte a donné naissance à une nouvelle hypothèse.
Les bâtisseurs auraient pu utiliser un mélange organo-minéral, une combinaison de cendres volcaniques, d'eau et de substances naturelles, telles que des extraits de plantes ou des huiles animales, pour créer un matériau malléable qui se serait ensuite solidifié en roche. Si cette hypothèse se confirme, ces pierres n'ont pas été simplement taillées. Elles ont été façonnées par la main et la chimie. Cette idée peut paraître radicale, mais elle s'appuie sur des décennies de recherches menées par le Dr Joseph Dvidovitz, fondateur de l'Institut des géopolymères en France. Son équipe a recréé ce processus en laboratoire à partir d'argile locale, de roches volcaniques et d'acide carboxylique d'origine végétale. Les pierres obtenues présentaient une microstructure et une résistance à la compression identique à celle de l'andite de Pumapunku. Leur surface arborait même la même micropiqûre et la même uniformité granulaire, comme si les échantillons anciens et modernes étaient jumeaux. Les sceptiques avancent que la contamination pourrait expliquer les traces organiques ou que le natron aurait pu s'infiltrer à partir du sol au fil des siècles. Cependant, chaque nouveau test réduit cette hypothèse. Aucune andésite naturelle provenant des carrières environnantes ne présente ces caractéristiques et la constance des rapports chimiques observés dans plusieurs échantillons est difficilement attribuable au hasard. Si l'hypothèse du moulage s'avère exacte, cela change tout ce que nous pensions savoir sur l'ingénierie ancienne dans les Andes. Cela signifierait que bien avant les outils en acier ou les fours industriels, les bâtisseurs de Tiwanaku comprenaient de la science des matériaux au niveau moléculaire, créant de la roche synthétique pour obtenir des formes impossibles à réaliser par la seule taille. Qu'elle soit sculptée ou coulée, la perfection de Pumapunku raconte désormais une nouvelle histoire. Non pas celle d'une intervention extraterrestre ou d'une magie perdue, mais celle d'une ingéniosité humaine si avancée qu'elle frôle le miraculeux. Et à mesure que les analyses se poursuivent, les pierres elles-mêmes pourraient bientôt confirmer que les bâtisseurs de ce lieu n'ont pas seulement déplacé des montagnes, ils ont appris à les créer. Débat scientifique. Malgré toutes ces nouvelles données, le mystère de Pumapunku demeure entier. Il ne fait que s'épaissir. Plus les chercheurs découvrent de preuves, plus la communauté scientifique se divise. Pour tenter de comprendre ces résultats contradictoires, les archéologues ont élaboré une méthode d'analyse en plusieurs étapes pour tester l'hypothèse de la pierre moulée. La première étape repose sur les preuves visuelles, celles que chacun peut constater. Des joints extrêmement fins, des surfaces parfaitement lisses et l'absence de marques d'outils visibles. Ces éléments, à eux seuls, ne prouvent pas la fonte, mais ils soulèvent la question. Comment une telle perfection a-t-elle pu être atteinte avec seulement des percuteurs et des ciseaux en bronze? La seconde étape concerne l'analyse de la composition, domaine de la microscopie et de la spectroscopie. Les scientifiques y recherchent des anomalies chimiques permettant de distinguer la roche naturelle de la pierre artificielle, des liants riches en sodium, des phases amorphes ou des traces de composés organiques qui ne devraient pas subsister dans un matériau volcanique. Chaque analyse microscopique, chaque spectre de dispersion d'énergie apporte une pièce supplémentaire au puzzle. Mais l'étape finale et la plus exigeante est la réplication, la référence absolue en science. Pour y parvenir, toute affirmation doit être reproduite indépendamment dans des conditions contrôlées. C'est pourquoi, depuis 2025, un vaste essai multilaboratoire en aveugle est en cours. Le processus est conçu pour éliminer tout biais. Si plusieurs laboratoires détectent les mêmes signatures organiques et que les résultats des scénarios de datation au radiocarbone concordent avec la période de construction connue de Pumapunku entre 500 et 600 APR, alors l'hypothèse du moulage passerait son test le plus rigoureux à ce jour. Cela signifierait que les bâtisseurs de Tiwanaku produisaient de la pierre synthétique à une échelle jamais documentée auparavant dans le monde antique. Bien entendu, le débat reste vif. Les sceptiques rétorquent que des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires, soulignant que la contamination ou la chimie environnementale pourraient encore expliquer les résultats. D'autres insistent sur le fait que l'ensemble croissant de preuves, des résidus chimiques aux reconstitutions numériques, a déjà fait pencher la balance en faveur d'une vérité étonnante. Les ingénieurs andins de l'Antiquité maîtrisaient la science des matériaux des siècles avant leur époque.
En attendant l'examen des résultats définitifs par les pairs, une chose est sûre. Pumapunku a contraint les scientifiques à remettre en question les limites de leurs propres hypothèses. Ce n'est plus seulement un site archéologique, mais un véritable champ de bataille scientifique, un lieu où la foi dans le savoir-faire ancestral se heurte à la rigueur de la technologie moderne. Il ne s'agit pas de la technologie de l'âge du bronze de la culture Tiwanaku. C'est de la haute technologie. Et comment une technologie aussi avancée aurait-elle pu exister il y a au moins 2 ans? Et quel que soit le résultat, les pierres ont déjà accompli leur mission. Elles ont incité le monde à regarder à nouveau, à s'interroger à nouveau et à se demander si les secrets du passé pourraient encore nous surprendre aujourd'hui. Que ces pierres ayant été taillées à la main ou coulées selon une formule ancestrale, une chose est sûre. Elles furent construites avec intention, précision et génie. Les bâtisseurs de Tiwanaku ne se contentaient pas de façonner la roche. Ils façonnaient un héritage. Chaque joint s'emboîte parfaitement sans mortier. Chaque bloc qui s'emboîte comme coulé par les dieux nous rappelle que l'histoire humaine est loin d'être terminée. Car parfois, le passé n'est pas primitif. Il attend simplement que nous le découvrions. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que nos ancêtres manquaient de technologie, souvenez-vous de ce lieu, Pumapunku, où la pierre coulait jadis comme l'eau et qui, encore aujourd'hui, refuse de livrer tous ses secrets.